Bienvenue à la prochaine édition de Cette semaine dans le studio. Aujourd'hui, on explore la section rythmique de notre chanson, donc la percussion et la basse. Pour ce faire, on va explorer un peu les quelques segments de nos ateliers qu'on a eus avec Marc-Antoine Joly et Sean Sasniok. Marc-Antoine va commencer avec un petit peu les différentes techniques qu'on peut utiliser avec la main droite quand on joue la basse. Et en quelle situation est-ce que tu utiliserais ces différentes techniques-là? Sans plus tarder, voici le segment avec Marc-Antoine. Je reviens un peu à la bass puis la façon qu'on peut jouer. Donc, je vais vous montrer un peu ma bass. Vous allez voir ma moitié de face, mais plutôt ma bass. Donc, on a parlé plus tôt de comment on peut jouer avec le pouce. Puis je vais vous donner des exemples juste de son. Le pouce, si j'enlève mon tuner, bon, on entend ma bass. Le pouce, il va avoir un son beaucoup plus rond. Pour des longues notes, ça peut être vraiment agréable. Donc, je vais faire une pression d'accord super typique. Donc, comme vous voyez, avec mon pouce, je fais juste aller déposer mon pouce sur la corde. Là, je suis sur la grosse corde, 5e fret, en A. Ensuite, je vais à mon F, mon C, et puis là, je finis sur mon G. Bon, ça, c'est ma progression super simple que je fais. Ça vous donne une idée avec le pouce. Fait que vraiment un son plus gras, mat, beaucoup plus agréable pour des longues notes, comme j'ai dit. Là, après ça, on aurait, si tu fais plus, voyez-vous déjà la différence? On a déjà beaucoup plus de haute. Donc ça ici, ça va nous donner vraiment un peu plus d'attaque. Fait que ça, on va aller chercher plus quelque chose de groovy. Puis évidemment, avec nos doigts, ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller chercher vraiment plus de notes parce qu'on a 2 doigts comparativement avec le pouce, tu sais. C'est certain que je ne suis pas capable d'aller aussi vite avec mon pouce qu'avec 2 doigts. Je veux dire, j'ai pas besoin de l'expliquer, on le comprend très bien. Là, après ça, on a le pic. Le pic, évidemment, il va nous donner un son bien différent. Puis là, je touche à rien d'autre. Je fais pas des cues, pas rien. C'est littéralement juste du finger tone, comme on appelle. Donc, c'est juste les choses qui se passent avec les doigts. Donc, le pic ressemble un peu au doigt, mais il y a un petit peu plus d'attaque. Puis, il va être un peu plus consistant dans la façon que les notes vont être jouées. Donc, si tu joues quelque chose de plus rock, mettons... Donc, évidemment, on a beaucoup plus de présence, beaucoup plus de trucs. On a beaucoup plus de fréquences. On a beaucoup de hautes fréquences. Donc, quand je vais chercher ça comparativement au doigt, c'est sûr que ça joue moins fort aussi. Donc, il faut prendre ça en considération. Puis là, si je prends le pouce. Voyez-vous la différence? Donc, ça, c'est 3 sons complètement différents. Donc, dans la même chanson, tu peux faire ce genre de trois sons-là. La chanson commence super douce. Chanteuse, chanteur, peu importe, la personne qui chante, elle chante super doux, toi tu es en A, tu fais un beau A avec le pouce, tu vas aller chercher vraiment un son rond. Tandis que si tu fais un gros son avec le pic, comme ça, c'est certain que ça va clasher un peu avec l'élément puis l'émotion qui se passe. Donc c'est super important de savoir justement sa place, comment utiliser sa place, comment jouer, puis c'est quoi le son qu'on va aller rechercher. Quand on est en studio, c'est super important de savoir ces choses-là puis d'utiliser ces différentes techniques-là parce que c'est comme de la musique sur le microscope. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que chaque note, on voit le détail, on voit la vague sonore, on peut l'écouter en solo, qui veut dire qu'on l'écoute toute seule. On peut la manipuler, on peut changer le son. Fait que ça fait en sorte que t'es comme un peu... t'es sur le spot. C'est comme si tu regardes une matière là, en science là, à travers ton microscope puis tu vois tout. Quand tu le regardes comme ça, tu vois pas grand-chose, mais quand tu le mets sur la petite loupe, ben tu vois tout en détail. C'est un peu ça, faire du studio. Puis ça peut être un peu intimidant des fois, puis ça peut être un peu difficile parce que tu te dis « Ah, est-ce que je suis prête? » C'est pour ça que c'est important quand tu vas aller faire ta piste, d'être prêt, de connaître bien ta chanson, d'avoir tes tables si tu as besoin, d'avoir des références pour tes accords si tu as besoin aussi. Si tu n'es pas quelqu'un qui travaille avec des tables, si tu travailles plus avec les notes. Si tu as ton propre système avec des collants sur le fretboard, sur le manche, ça marche aussi. C'est n'importe quoi qui fait en sorte qui te fait sentir bien puis que tu es à l'aise parce que ça se ressent dans un enregistrement.
si la personne est à l'aise, même à la bass. C'est certain, la voix, ça, c'est ce qui est le plus important, mais même à la bass, c'est super important d'être à l'aise parce que ça se ressent. Le petit côté là, gêné que tu joues pas fort, ça va se ressentir dans le track, tu sais. Donc, comme vous avez vu, il y a plusieurs différentes techniques qu'on peut utiliser pour l'enregistrement de la basse. Ça vaut à peine explorer ces différentes techniques-là, les apprendre, être capable de tout les faire. Chacune ont leur place dans une chanson, dépendant de quelle chanson vous enregistrez. Maintenant, on va sauter ça avec la percussion, la batterie plus spécifiquement avec Sean Sasniuk. Sean va vous parler un petit peu de comment on approche l'ajout de la percussion dans une chanson sans empiéter par-dessus les autres instruments. Comment trouver notre place dans la chanson quand ça vient pour la batterie et les percussions en général. Alors, ça devient, ça peut être, c'est des choix personnels d'une part, mais de l'autre part aussi, il faut être capable euh, de se respecter comme musicien, comme batteur percussionniste, et en même temps de respecter l'œuvre qui est la chanson. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Donc, si on parle d'une chanson qui est un peu plus balade, quelque chose de laid back, chanson d'amour ou chanson qui porte sur un thème euh, où il y a beaucoup d'émotions. On ne veut pas nécessairement prendre une approche beaucoup trop busy ou beaucoup trop loud euh, dans, dans ce genre de chanson-là. Et l'inverse est aussi le contraire. S'il y a une tune vraiment qui drive, qui bûche, faut pas non plus prendre une approche, évidemment, d'une petite balade jazz pour essayer d'accompagner ça, parce que ça ne fitera pas nécessairement avec la chanson. Et c'est ça le but là-dedans, d'être capable d'une part, respecter la chanson. Donc, qu'est-ce que la chanson a de besoin de nous autres, comme batteurs, comme percussionnistes? Qu'est-ce qu'on peut apporter à la chanson tout en respectant l'idée de base de la chanson? Et en même temps, à travers tout ça, faut bien sûr trouver une façon de s'exprimer. Et de s'exprimer, je ne veux pas nécessairement dire check toutes mes chops, check tout ce que je suis capable de faire, check toutes les parts que je peux jouer en même temps. C'est pas ça que je veux dire. Parce qu'il y a certaines tunes que, oui, bien sûr, il y a de la place pour ces choses-là. Il y a vraiment il y a aucun problème avec des tunes comme ça. Mais les parts de drum prenant cette approche n'ont pas nécessairement la place dans toutes les différentes chansons qu'on va voir en tant que batteur percussionniste soit dans nos carrières, dans nos passe-temps. Donc, faut faire preuve d'une flexibilité et d'une bonne écoute surtout. Comme n'importe quel travail de groupe, parce que vraiment l'enregistrement d'une chanson finit par être un travail de groupe, même si on ne se voit pas tous en même temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font à distance. Faut quand même être capable de se parler l'un l'autre et d'être à l'écoute de l'un l'autre pour voir qu'est-ce qu'on peut amener à la chanson qui va faire en sorte que l'œuvre d'art, qui est la chanson, qui est composée de toutes nos œuvres d'art, nos performances individuelles, pour que tout ça matche ensemble, pour que on réussisse à trouver le meilleur résultat possible. Donc, ce qui est de plus important là-dedans, c'est l'écoute. D'écouter qu'est-ce qui existe déjà. Donc, dans votre cas, si je me trompe pas, et Kevin, tu peux me corriger ici si tu veux, mais vous allez recevoir une piste, probablement guitare et voix avec un métronome ou un click track. C'est bien ça, exact. right, Kevin? Oui, c'est bien ça. Ils vont avoir deux pistes cette année. Okay. Deux pistes qui vont travailler. Exactement ça. Guitare acoustique, voix et click track. C'est tout. OK, c'est ça. Puis ces deux pistes, tu parles de deux différentes chansons, c'est ça? Deux différentes chansons. Les deux semblent un petit peu plus balade, une peut-être plus folky country, mais ça va dépendre de la façon que vous autres voulez aller avec cette chanson-là. Mais ça vous donne une petite idée à ce que ça va ressembler cette année. Super, merci. Alors, quand vous recevez ces tracks ici, donc si on prend, par exemple, track numéro 1, que je ne connais pas parce que je n'ai pas entendu encore, mais vous allez recevoir guitare et voix, et avec ça, un métronome. Donc, il faut être capable le métronome, le click track. L'idée, c'est que vu qu'on travaille tous à distance, chacun dans son coin, pour faire
I guess on peut appeler ça des auditions virtuelles. Il faut être capable de suivre le click track pour matcher avec la guitare et la voix qui va être là. Donc, première chose à faire, évidemment, c'est de tout simplement écouter la tune, d'écouter la tune. Et moi, ce que j'ai toujours fait en écoutant une tune, parce que c'est vrai que quand on reçoit juste guitare et voix, c'est pas mal de base. Donc, bare bones, il n'y a rien d'établi. Donc, c'est à ce moment-là, c'est au niveau de la batterie et percussion, euh, d'installer ce qui va devenir comment je pourrais dire ça, la fondation de la toune. Donc, tout ce que vous faites va influencer le restant du monde qui vont par après rajouter leur part, c'est-à-dire la basse, clavier, s'il y a des instruments à cordes avant, euh, toutes sortes de cornemuses, whatever. Euh, on installe ce qui devient la fondation sur laquelle le restant de la chanson va être construite. Donc, c'est super important que notre fondation, ce qu'on installe nous, respecte l'intégrité de la chanson qu'on va recevoir et entendre tout simplement à partir de la guitare et de la voix. Donc, en écoutant cela, on va immédiatement être capable d'identifier OK, ben ça c'est une tune, ça c'est une tune rock, ça c'est une tune country, ça c'est une tune plus folk, il y a des couleurs jazz, de funk, de whatever. Et à travers ça, ça va commencer ça devrait commencer à faire mijoter un petit peu nos cellules, nos neurones, à trouver quelque chose qui va fitter avec la chanson. Si on n'est pas, si on est à court d'inspiration, moi, ce que j'ai toujours fait, c'est que en écoutant toutes sortes une variété de musique, dans tout style, tout genre, quand je reçois une track de base comme ça, parce que c'est souvent le cas, je vais être capable de dire, ah, mais ça me fait penser à une chanson X ou un artiste X. Si je reçois, mettons, une chanson country folk un peu, bon, est-ce que ça ressemble plus à quelque chose que des Eagles feraient? On est-tu dans la veine de Hotel California ou dans la veine de euh, Desperado ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est un peu plus moderne comme son? On est-tu plus dans la game de Chris Stapleton? Ou même dans le cas de, est-ce que ça rapproche plus les Lisa Leblanc, les Guylaine Tanguay, les Danny Boudreau de ce monde? Et essayer de voir, OK, bon, si on peut trouver une tune qui est semblable, bon, semblable, je ne veux pas dire les mêmes accords, les mêmes mélodies, mais semblable côté le tempo, la vitesse de la chanson, ainsi le feel, le groove de la tune. Est-ce que ça ressemble à ça? Et à ce moment-là, d'habitude, ça nous donne un bon point de départ. On peut voir que, OK, dans une chanson complètement finie, dans le même genre de ce qu'on vient de recevoir, et ici j'utilise un exemple de country folk, mettons qu'on trouve que, OK, ça match super bien avec chose tune X. Bon. À partir de ça, on peut regarder Tune X. OK, qu'est-ce qui se passe durant Tune X? Bon, on oublie un peu la chanson qu'on vient de recevoir. Tune X, qu'est-ce qui se passe là-dedans? OK, bon, ben, c'est le. Là, je dis n'importe quoi, là, mais on voit que, OK, ben, il n'y a pas de drum dès le départ. Il y a comme un intro de git, ensuite le piano se rajoute, il y a le chanteur arrive pour le premier couplet. Premier refrain, drum perks commence à rentrer tranquillement, pas plein groove. Deuxième couplet, ça commence à monter un petit peu, puis on arrive au deuxième refrain, puis là c'est full part, full on, tout ce qui le plus meublé côté percussion dans la tune. Donc, est-ce que ça, c'est la meilleure approche pour notre tune pour laquelle il faut créer une partition? Pas nécessairement, mais c'est un point de départ. Donc, c'est un peu cette approche-là que j'utilise pour voir, OK, bon, ben, dans la tune que je viens de recevoir pour créer ma part, j'écoute un petit peu le début. Ça part bien, premier couplet, premier refrain. Ah, là, je vois que ça lève un petit peu. OK, il faut moi de mon côté, il faudrait que je trouve une façon que ça lève un petit peu plus. Puis ça, on va retoucher dessus un peu plus loin dans l'atelier ici. Mais ça, c'est un début pour... Et non seulement euh, au niveau de la part, mais au niveau de les choix sonores. Évidemment, il y a des très bonnes chances que la chanson X qu'on utilise comme exemple
a été enregistré dans des meilleures conditions que ce qu'on a chez nous dans le salon avec 2 micros, puis le blender qui part en arrière dans la cuisine. Pas grave. Mais, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme son? Ça aussi, ça peut être important. Est-ce qu'au niveau au niveau du snare, est-ce qu'il y a un petit bout de rim shot au début pour être capable de builder au snare un peu plus loin? Les cymbales utilisées, est-ce que c'est des... Bon, c'est pas tout le cas. Vous n'avez pas tous un paquet de choix de cymbales, mais dans mon monde à moi, j'écoute au niveau des cymbales. C'est quelque chose de vraiment bright? C'est quelque chose de plus dark qui fit avec la toune? Puis, on peut faire ces choix-là aussi. Ça fait partie aussi un peu de les choix de comment micer ou enregistrer, qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est sûr que si on est en train d'enregistrer ceci avec un microphone, on ne va pas remarquer autant la différence entre les différents instruments, c'est-à-dire est-ce que c'est un snare qui est accordé vraiment, vraiment super tight, puis il y a comme un gros clac, clac, clac bien haut, ou est-ce que c'est un snare qui est accordé plus bas, qui sonne un peu plus... Ça, c'est des choses qu'on peut au moins prendre cette approche-là pour nos couleurs sonores qui vont aider aussi à promouvoir l'idée, la vibe de la tune en question. Donc, je saute un petit peu partout, mais tout ça pour dire qu'en étant à l'écoute de la chanson qu'on reçoit, on trouve quelque chose qui est comme, est-ce qu'on peut comparer à ça? Oui, Tune X, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans Tune X pour faire en sorte que ça devienne une pleine tune et de penser à, OK, à partir de ça, comment est-ce que je peux construire la fondation ici avec ma partition à moi? OK, bon, tune country folk, c'est bien beau, on rentre un peu plus tard. Ça rentre light, juste du rim shot, hi-hat, kick, pas trop busy, cool, excellent. Et à partir du refrain, bon, ben là, ça lève un petit peu plus à ce moment-là. On a des choix à faire au niveau des cymbales. Pas trop bouché dans les cymbales. Le snare, il est accordé un peu plus bas que normal. Je peux faire ça. Et prendre cette approche-là pour essayer de builder. Et d'identifier dans la tune, y a-t-il un moment où... parce que des fois, les choix qu'on fait de ne pas jouer sont aussi importants que les choix qu'on fait de jouer. Si en jouant notre instrument, on n'apporte rien à la tune, ça veut dire que c'est un bon moment pour ne pas jouer. Souvent, ça arrive. Et on voit ça souvent dans des chansons de structure normale, chansons de structure de musique populaire. Souvent, on va voir des affaires intro, couplet, refrain, un bridge, un autre, 2 refrains, puis la finale. Mais des fois, souvent, après le bridge ou le bridge même, au niveau de l'intensité de la chanson, des choses baissent encore. Donc, est-ce que c'est ça qui se passe dans la version de la tune qu'on a reçue? Est-ce que ça se passe là-dedans? Sinon, pas grave. Ce que je suis en train de dire en ce moment n'est pas important pour cette tune-là. Mais n'empêche que pour une autre tune, ça se peut que l'auteur-compositeur, celui ou celle qui a composé la chanson, a vu un moment dans la tune, que ce soit un autre bridge ou un dernier couplet, je ne sais pas trop, où c'est le fun que ça redevient un peu plus petit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour redevenir plus petit? Ça ne veut pas dire arrêter complètement de jouer. On peut tout simplement retourner à ce qu'on avait quand on a rentré pour la première fois, c'est-à-dire quelque chose de plus light, quelque chose qui met en valeur les autres choses qui sont plus importantes que nous à ce moment-là. Et c'est tout pour cette édition de cette semaine dans le studio. Si vous voulez aller explorer les 2 ateliers en plus grand détail, allez voir tout ce que Marc-Antoine et Sean ont mentionné. Vous pouvez retrouver ces vidéos-là sur notre chaîne YouTube. Vous avez seulement qu'à faire une recherche pour eStudio 21. Puis vous devrez trouver ces ateliers-là. Également, si vous avez de la misère de le trouver, allez sur estudio21.ca et les liens pour le YouTube et tous nos autres médias sociaux vont être sur ça. Donc, c'est à votre tour maintenant. Allez-y, relâchez votre créativité.